Je vais demander à la régie de passer à la slide suivante pour découvrir le plan. Alors, donc, on va faire un petit récap, de ce qu'on a vu jusqu'à présent et puis aussi l'évolution des différents royaumes, des différentes structures que nous avons vues jusqu'à présent. Évolution dans l'espace et dans le temps. Et puis, il y aura une logique à dégager de tout ça, vous allez voir. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le contexte topographique et climatique. Vous allez voir que la géographie, une fois de plus, a une importance majeure dans toutes ces histoires-là, sur la différence entre les différentes structures, le positionnement des royaumes, etc. C'est pas un hasard, c'est pas aléatoire. Ensuite, on va avoir une petite frise chronologique pour bien resituer dans le temps, vraiment avoir clairement des marquages historiques. Comme ça, quand vous discuterez de ces choses-là, vous aurez vraiment des plages de périodes où vous avez clairement figé les différents royaumes, etc. Et puis après, on va commencer à voir le monde Congo, le monde Teke, etc. Alors, je vois qu'il y a la modération qui demande de liker et partager le live à l'entrée, effectivement. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker pour nous encourager dans ce que nous faisons. Pour ceux qui étaient déjà là et qui n'ont pas liké, n'hésitez pas, c'est l'occasion de liker également. Malheureusement, on ne peut liker qu'une seule fois, bon, c'est dommage. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour nous encourager. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Il y a des choses que vous connaissez déjà pour certains, des choses que vous allez découvrir, etc. pour d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous encourager. Salut à Conception qui nous fait un don de 10 euros. Donc, merci à toi, Conception. C'est très, très sympa de nous encourager. Salut Pascal PDB depuis Fort-de-France en Martinique. Ok, très bien. Salut à toi, ça fait plaisir. Salut Agent Smith, Mr. President. Salut à toi. Salut Indiens de maison. Salut Nicky Larson et Pretty Mary, ils étaient déjà là. Alors, Pretty Mary dit que c'est flou. Bon, on va voir, on va avancer. Et si c'est flou, vous me direz si c'est flou. Chez moi, c'est très clair, c'est très net. Mais Pretty Mary dit que c'est flou. Donc, les autres, n'hésitez pas à confirmer ou infirmer cette information. On va poursuivre et puis on verra s'il faut réajuster progressivement. Alors, pour la suite du plan, la régie, s'il te plaît. Alors, on a un point 9 et 10, il n'y a rien. Alors, on va voir globalement les différentes chefferies. Donc, il y aura on va voir le monde Congo, le monde Teke, les différentes chefferies qui sont surtout dans la zone centrale, vraiment au cœur du bassin du Congo, et puis un peu sur la région côtière, notamment avec les fonds, tout ça. Ensuite, on va voir les mondes Luba et Lunda qui sont des mondes structurés, comme le Royaume Congo, mais qui sont un peu plus tardifs quand même. Voilà. Et puis après, on va voir globalement la période coloniale, les conséquences en termes de structure des États, en termes d'organisation des peuples de l'intérieur, et puis aussi surtout les conséquences politiques, etc. Alors, il y a Yorick B qui dit que c'est flou pour l'instant. Ok, les images ne sont pas floues. Bon, alors c'est un peu partagé. Il y en a qui disent que c'est flou, il y en a qui disent que ça l'est pas. Pour ceux qui trouvent que ce n'est pas flou, peut-être que ça vient de votre côté parce qu'il y a d'autres qui trouvent que c'est plutôt clair. Donc bon, essayez à la limite de vous déconnecter et de vous reconnecter, et puis peut-être que ça irait mieux. Merci Dahomey qui fait un don également et qui dit merci pour vos excellents lives. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Apparemment, c'est mieux là, les images. Donc, on va poursuivre. La régie. Alors, on va commencer avec un petit recap, on va dire, avec une succession de cartes. Donc, ici, vous avez un récapitulatif de l'ensemble des structures étatiques qui ont existé dans la zone, on va dire, entre la forêt équatoriale au nord, donc le bassin du Congo,
et la zone australe, nord de l'Afrique du Sud, etc., la zone du Botswana et tout. Et donc, vous voyez, il y a entre 1453, ici à les cartes, et 1914. Vous voyez qu'en 1453, on commence avec voilà, des structures étatiques plutôt localisées. Et puis progressivement, elles sont de plus en plus grandes pour certaines. Et puis après, entre 1871 et 1914, vous savez ce qui s'est passé. Accélération de la colonisation, conférence de Berlin en 1884-1885, novembre, puis début novembre 84, puis début 85. Et puis après, les États européens tracent les frontières un peu partout. Et donc, le visage, on va dire, de la sous-région change très, très vite par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, ce que le plus important à retenir là, c'est que vous voyez, il y a une organisation progressive des royaumes. C'est pas aléatoire. Par exemple, toute la zone au nord, il y a un grand vide. Progressivement, les royaumes s'installent toujours au sud, sur le long de la région des Grands Lacs. Notamment là, on a les petits royaumes tels que le Rwanda, etc. Ensuite, il y a tous les royaumes Luba, Lunda qui commencent déjà à se structurer progressivement, même si à l'époque, c'est encore plutôt des chefferies, etc., qui commencent à s'organiser. C'est vraiment autour des années 1648 que ces royaumes-là vont vraiment prendre, enfin, des années 1600 que ces royaumes vont vraiment s'exprimer. Mais par contre, le royaume Congo, depuis les années 1300 déjà, même si on a... Bon, bref, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, il faut vraiment avoir cette organisation des royaumes avec des zones de concentration des royaumes et puis des zones de blanc. Et puis, on verra pourquoi il y a ces zones de blanc-là. Et on va même étendre le raisonnement jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, etc., et au nord, même si on avait déjà un peu vu ça. Donc, voilà, on va aller à la slide suivante. Alors, un petit dézoom. Donc là, on sort un peu de la zone Afrique centrale, on revoit un peu à l'échelle de l'Afrique. Donc ici, vous avez 3 cartes de l'Afrique. À gauche, il y a une carte topographique. Donc en gros, ça montre les montagnes, les vallées, les zones hautes, les zones basses. Au milieu, c'est plutôt une carte de climat, une carte climatique avec les différents types de climat qui ont forcément une conséquence sur la végétation et sur le type de paysage qu'on a. Et puis après, à droite, vous avez une carte des différentes structures étatiques, des différents royaumes, dans les années, à voir comme ça, entre les années 1500 et les années 1600 à peu près. Donc l'une des cartes, tout à l'heure, on voyait un zoom de la zone centrale, mais là, on a dézoomé. Et si vous voyez par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt les années, là, on est plutôt au-delà des années 1500. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est étendu et a probablement déjà vaincu le Songhai. Donc la bataille de Tondibi, 1591. Donc cette carte, elle est plutôt entre fin 1500 et 1600. Et là, donc, vous voyez qu'il y a une organisation des royaumes sur des barres horizontales. Vous voyez que le continent, il est vertical, mais les royaumes s'organisent plutôt de manière horizontale avec des grands trous. Au nord, donc, on a tous les royaumes qui bordent la Méditerranée, donc ce qui va devenir après les royaumes d'abord des chefferies berbères, etc. Ensuite, des royaumes qui vont être arabisés. Ensuite, on a la grande zone de vide, vous savez que c'est le Sahara. Ensuite, on a toute cette bande sahélienne où on a tous ces royaumes qui se sont organisés. On l'a déjà vu depuis l'ouest, en partant des royaumes Wolof, etc., le Siné, etc., en passant par le Mali, le Songhai, enfin la trilogie ouest-africaine. En passant par les États Oussa, le Kanem, etc. Et à l'extrême est, on a l'Éthiopie et les petits royaumes arabo-somaliens qui se sont mis là, tel qu'Adal, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment sur une bande. Et puis après, il y a un deuxième trou en bas qui correspond à peu près à la zone équatoriale, quand vous voyez la carte. Et puis après, les royaumes s'organisent vraiment sur la bordure de cette zone centrale. Alors pourquoi les royaumes s'organisent sur la bordure? C'est parce que si vous voyez sur la carte, la carte topographique, là, bah, vous allez voir en fait que ces royaumes-là se sont organisés sur les plateaux en bordure de la zone forestière centrale. Quand vous voyez sur la carte des différents États ou des différents royaumes, s'il y a un blanc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne. Mais ça veut plutôt dire que les groupes humains qui vivaient là, c'était des groupes, souvent c'était des chefferies.
C'est dans cette zone qu'on va voir les chefferies Fon, les chefferies Ngala, les chefferies Bandi, les chefferies Lélé, voilà. Toutes ces chefferies-là, elles sont plutôt dans cette zone centrale-là. Et eux, disons qu'ils n'ont pas formé de structure étatique en voie de centralisation comme les royaumes qui sont sur la bordure et qui sont plutôt positionnés sur les collines. Et pour ceux qui ont un peu lu les livres sur le royaume Congo, vous savez que le royaume Congo était globalement la capitale, Banza Congo était sur un plateau. Et c'était sur un plateau en hauteur. Quand on partait de la côte et qu'on remontait le plateau, on arrivait à Banza Congo. Et là, c'était un plateau cultivé avec de l'agriculture autour et tout. Parce que pour faire de l'agriculture, on le fait plutôt dans une zone facile à défricher, donc plutôt sur des plateaux où on n'a pas trop d'humidité qui a permis un développement de grandes forêts, etc. Parce que bon, il y a très longtemps, ils n'avaient pas des scie moteurs. Couper des grands arbres dans la zone forestière, dans le cœur du bassin, c'est très difficile. Faire de l'agriculture là, c'est très difficile. Donc forcément, les grosses structures centralisées avec des populations assez importantes, avec une agriculture assez abondante, etc., c'était plutôt sur les bordures, sur les zones de plaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Que les zones forestières, c'est plutôt les zones les plus fertiles. Mais en fait, pour l'homme, ce sont des zones plutôt hostiles. Et donc, naturellement, là où les hommes ont plutôt prospéré, ce sont les zones en bordure, sur des plateaux. Donc, ils bénéficient de l'effet de l'humidité, de la présence du fleuve Congo et des affluents. Mais ils sont quand même sur les plateaux. Ils sont quand même protégés et ils peuvent faire de l'agriculture, etc. Et donc, c'est vraiment ces paramètres-là, cette combinaison subtile entre la géographie, donc les montagnes, les vallées, etc., et l'organisation du climat qui est vraiment horizontale, qui coupe le continent en plusieurs bandes. Vous voyez, là, il y a le Sahara, ensuite, il y a le Sahel, ensuite, il y a la forêt équatoriale. Enfin, le continent est vraiment morcelé sur des barres horizontales. Et ça, c'est important aussi pour tout ce qui est communication des différents peuples, pour tout ce qui est transmission de l'information, transmission des connaissances, affrontement aussi des peuples, rencontre des peuples, positivement ou négativement, avec des guerres, etc., qui font que on sait qu'il y avait de la communication, par exemple dans le Sahara, on le sait très bien, mais c'était des communications très inhibées. C'était pas optimal, quoi. C'était pas comme sur le bassin de la Méditerranée où on mettait un bateau et puis au bout de quelques jours, on partait de Tunis et on se retrouvait en Phénicie, au Liban actuel, etc., en quelques jours. C'était pas ou comme les Romains ou les Perses qui partaient, qui s'affrontaient avec les Grecs, etc. Sur le Sahara, c'était un peu plus compliqué. Il fallait des jours, des mois de marche à dos de chameau, etc., pour arriver dans le pays des Noirs, le Soudan. Et du coup, ça fait que c'était quand même une zone où voilà, ça ralentissait, on va dire, les échanges. Pour la zone équatoriale, c'est encore pire, parce que là, dans la forêt, il y avait des petites clairières où effectivement il y a des groupes qui migraient, mais pour partir, hein, pour de bon. Mais il n'y avait pas d'échange constant de part et d'autre de la forêt équatoriale. Donc du coup, ça fait qu'il y a une coupure quand même dans la grande histoire de l'Afrique occidentale qu'on a vue avant et la zone au sud de la forêt équatoriale, du bassin du Congo. Du coup, quand vous lisez par exemple les œuvres de Charles Anta Diop, il distingue toujours les deux zones avec des caractéristiques propres, etc., etc. Donc voilà. Alors donc on va poursuivre. Alors, rapidement, il y a un élément important qui est à noter, c'est ce qu'on appelle la migration des Bantous. La migration des Bantous, en gros, c'est un phénomène qui est relativement, pas parfaitement, mais relativement bien daté. Déjà, les Bantous, ce n'est pas un groupe de population génétiquement homogène. C'est plutôt une définition linguistique, dans le sens où il y a des chercheurs qui sont arrivés au XXe siècle, on va dire, au début du XXe siècle. Il y avait beaucoup d'Allemands, etc., et qui ont commencé à s'intéresser dans la diversité linguistique de l'Afrique, qui est quand même la zone la plus diverse en termes de langues au monde. Ils s'intéressaient à ça et ils se sont rendus compte qu'il y avait une structure dans beaucoup de langues, notamment à partir de la forêt équatoriale, il y avait beaucoup de répétitions et beaucoup de proximité dans les langues. Et donc, ils ont établi une théorie linguistique pour essayer d'expliquer l'évolution des différentes langues. Et donc, ils ont créé ces fameuses grandes langues Niger, Congo, Soudan, Soudan, nilotique, etc. Et cette étude linguistique
est pas mal mis en corrélation avec les études archéologiques pures. C'est-à-dire les études archéologiques, c'est que des archéologues vont sur le terrain, trouvent des sites où on a des vestiges d'hommes qui ont vécu là. Donc, ça peut être des débris de peau qui restent, des peaux de la poterie, pas des peaux, la peau, la chair, plutôt des débris de poterie, des débris de four à fer. Là, on a fondu du fer, etc. Parce que les Bantous, ils ont deux caractéristiques qu'il faut retenir. C'est la connaissance du travail du fer, donc c'est ce qu'on appelle l'âge de fer Bantou, et puis le travail de la poterie. Et ça, c'est deux caractéristiques Bantou pures qu'on a pu corréler avec l'évolution linguistique. Donc, c'est deux domaines différents, mais en les corrélant, on a pu reconstituer globalement le mouvement de migration des Bantous depuis une zone qui est plutôt au nord vers le sud. Alors, la zone au nord, il y en a qui disent que c'est plutôt autour du plateau de Jos au Nigeria. Il y en a qui disent que c'est plutôt au niveau du nord du Cameroun, au niveau du mont Cameroun, comme vous voyez sur la carte. Il y en a qui disent que c'est plutôt autour du lac Tchad, plutôt au nord du cercle indiqué ici. Dans tous les cas, les Bantous sont plutôt partis au nord et ils sont descendus. Et en fait, quand on date progressivement les différents sites où on a retrouvé les poteries et les fers, on appelle ça des fabriques. Donc, chaque fois qu'on arrive à un endroit, par exemple, on en a retrouvé pas mal dans la région des Grands Lacs, en RDC, au Rwanda, etc., en Tanzanie. Quand on retrouve des amas de débris de poterie et de fer, souvent il y a des caractéristiques, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient ces poteries ont laissé des motifs particuliers. Et donc, quand on retrouve des motifs, on appelle ça des fabriques. Et donc, il y a plusieurs groupes de fabriques, et en les datant, on se rend compte que ces fabriques évoluent. Ça veut dire que les gens qui fabriquaient ça avec ces techniques progressaient progressivement, ils évoluaient depuis le nord vers le sud. Et on en a retrouvé pas mal des fabriques comme ça dans l'est, la région des Grands Lacs, jusque dans la zone habitée aujourd'hui par les Kossa, les Zoulous, etc. Donc, on connaît, le chemin de passage par l'Afrique de l'Est, le long de la région des Grands Lacs, est très, très bien daté. C'est vraiment quelque chose, depuis les années 70, le livre, le livre de l'UNESCO, l'histoire générale de l'Afrique noire, avec la collaboration de plusieurs spécialistes, etc., avait déjà bien mis en lumière ces éléments-là. Donc, migration des Bantous, les éléments les plus importants à retenir, c'est que, en gros, il y a des incertitudes, mais on sait que ça part à peu près de moins 2000, moins 3000 ans. Donc, au nord, soit Cameroun, soit sud du Nigeria, soit lac Tchad. Et puis après, on migre jusqu'à récemment, c'est-à-dire entre moins 3000, moins 2000 et plus 1500, 1800. Donc, même en 1800, il y avait encore des Bantous qui migraient vers le sud. Et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire en Afrique du Sud, les Bantous immigraient encore vers le sud et ils n'avaient pas encore traversé la rivière Orange. C'est pour ça que vous voyez en Afrique du Sud, les Zoulous et les Kossa, ils sont sur la partie est, mais ils sont séparés de la partie ouest sur le cap par la rivière Orange. Et en fait, l'argument des Afrikaners quand ils sont arrivés sur le cap, c'est que quand ils sont arrivés sur le côté ouest de l'Orange, ils n'ont pas vu de gens. Et c'est en progressant et quand ils ont commencé à progresser vers le nord, avec ce qu'ils appellent le trek, donc ces migrations de paysans bourgs qui étaient des Néerlandais protestants. Et c'est là qu'ils ont rencontré progressivement les Kossa et les Zoulous, et puis ils ont commencé à avoir des affrontements, etc. Et donc voilà, toute cette histoire est globalement cohérente, même s'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'incertitudes, globalement quand même cette histoire est cohérente. Et vous allez voir que cette migration est aussi en ligne avec les témoignages oraux de plusieurs peuples. Par exemple, l'origine des Congos, on va voir tout à l'heure, ils savent que l'origine des Congos, ça vient du nord-est, par exemple. Quand on discutait, quand les premiers anthropologues qui ont travaillé sur les traditions orales, etc., discutaient avec les vieux de ces régions-là, chaque fois, ils disaient toujours que voilà, globalement, l'origine du royaume remonte à un ancêtre qui s'appelait Nimilukeni et qui venait plutôt du nord-est, soit du nord, soit du nord-est. Donc, ce qui est plutôt en ligne avec cette histoire globale, en fait. C'est comme ça qu'on reconstitue l'histoire, avec plusieurs de la linguistique, de l'anthropologie, de la tradition orale, et quand tous ces éléments s'imbriquent, c'est comme ça qu'on constitue une histoire cohérente. Et c'est pour ça que si quelqu'un vient avec une théorie juste comme ça, il faudrait que ça colle avec toutes ces théories-là. Sinon, c'est pas bon. Donc voilà pour la migration des Bantous. Donc on va continuer.
Alors, donc, ici, on a fait une frise chronologique qui, en gros, rappelle tous les groupes, enfin, met toutes les dates des différents groupes dans la sous-région. Donc, ici, vous voyez la civilisation Sao au Tchad. On l'a déjà vu un peu le live précédent, quand on parlait du Soudan central. Ensuite, l'empire du Kanem, qui globalement part de 700, hein, vous savez, qui est lié à l'histoire de l'islam, qui arrive du côté de l'Égypte et enfin du nord du Sahara et qui arrive au niveau du nord du Tchad. Et donc, c'est ce qui fait la création, on va dire, du Kanem. Ensuite, il y a l'histoire du Kanem Bornou qui, voilà, on a déjà discuté de tout ça, le live précédent. Mais surtout, très intéressant, vous voyez que l'ensemble des royaumes qui se sont comment dire, structurés autour du bassin du Congo. Donc là, je parle des royaumes Congo qu'on va voir aujourd'hui, les royaumes Téké, l'empire Luba, Lubunda, tout ça. En fait, ça arrive globalement à la même époque. On aurait pu imaginer que, par exemple, ça aurait pu commencer en 700. On sait que le Ghana, par exemple, en Afrique de l'Ouest, c'est déjà à partir de 400-700, il y avait déjà les bribes du royaume Ghana avec une apogée dans les années 900. Mais là, vous voyez que dans cette région-là, dans les années 900, il n'y a rien. Parce que je rappelle que le Kanem, c'est au Tchad, c'est pas lié avec, c'est au nord de la zone forestière. C'est pas lié à l'histoire de ce qui se passe au sud, enfin, pas totalement lié à l'histoire de ce qui se passe au sud, même s'il y a des liens avec les migrations, on le verra tout à l'heure avec les fonds, etc. Mais globalement, ces royaumes-là naissent globalement quand même au-delà des années 1100, 1200. C'est pas un hasard parce que vu que la migration des Bantous est tardive, donc à partir de 3000, 2000, bah, le temps que ces peuples-là avancent, se focalisent quelque part, aient toute une vie de chefferie, etc., et commencent à s'organiser en royaume, bah, ça prend un certain temps. Et c'est ce qui. Donc, ça aussi, cette chronologie-là est aussi en ligne avec cette vision de l'évolution des groupes bantous dans la région. Donc, parce que tous ces royaumes-là, à partir du royaume Bamoun au Cameroun, etc., ce sont des royaumes purement bantous. Enfin, dit bantou d'un point de vue linguistique. Les royaumes Baguirmi, tout ça, ce sont déjà d'autres familles linguistiques. On est déjà dans le monde du Nord, le monde du Sahel, etc. Et donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur Royaume Congo. On va voir un peu les Téké, même si on n'a pas beaucoup d'éléments sur les Téké, c'est très tardif. On va voir les Luba, les Lunda, le Royaume Kuba, enfin très rapidement. Et puis aussi ce qui se passe du côté de l'Angola avec le Dongo, etc., les relations avec le Congo. Alors, donc, on va continuer. On va essayer d'accélérer. Alors, on va commencer par le Congo. Alors, comment on connaît l'histoire du Royaume Congo? On a vu que pendant les lives précédents, par exemple sur l'Afrique de l'Ouest, avant, on va dire, sans rail, avant l'Empire sans rail, qui a commencé à émerger dans les années 1400, fin des années 1400, 1490, etc., avec l'arrivée des Askia, etc. Avant ça, il y a eu d'autres royaumes, comme on a vu, il y a eu le Mali, il y a eu le Ghana, etc., et puis il y a eu le Tekrour, etc., qui existaient déjà. Mais globalement, ces empires et ces royaumes n'ont pas produit d'histoire écrite, n'ont pas produit, ou de témoignages écrits plutôt. Et du coup, on connaît ces histoires-là surtout par de la reconstitution et sur la mise en cohérence des textes de voyageurs arabes qui se sont baladés dans la région à partir des années 700-800. Parce que vous savez que l'islam est né officiellement en 622. Donc à partir de 700-800, des voyageurs arabes arrivent, décrivent la région, etc. On a déjà parlé de ça pendant les lives précédents. Et c'est un peu la même histoire, en fait, pour le Congo. C'est-à-dire qu'avant les Portugais qui débarquent sur la côte ouest dans les années 1482, on n'a pas beaucoup de témoignages écrits. Et ça, c'est quand même une difficulté, on va dire, dans la reconstitution historique. À partir des années 1400, donc 1482, les Portugais, je pense que c'est Diego Cao, le Portugais, qui débarque sur l'embouchure du Congo, dans la zone où aujourd'hui il y a la ville de Matadi, qui est sur une ville de la RDC. Donc ils débarquent là, et à partir de là, il commence à y avoir des chroniques, des témoignages de voyageurs
qui décrivent la vie du royaume Congo, qui parlent des pratiques de pouvoir, les organisations claniques, racontent l'histoire de la région, les choix des rois, etc. Et on connaît relativement bien l'histoire de la succession, par exemple, des rois du royaume Congo. On le connaît vraiment très très bien. Et c'est grâce à ces écrits-là. Si on ne les avait pas, ce serait un peu plus compliqué. Et en Afrique de l'Est, par contre, relativement tôt, que ce soit les royaumes nubiens chrétiens ou l'Éthiopie, ils ont eu une écriture amharique, plutôt sémitique. Et ça a permis aussi quand même de ce côté-là de mieux, de mieux suivre, on va dire, de mieux reconstituer l'histoire de cette région-là. Donc pour le Congo, il y a plusieurs auteurs. Il y a Pigafetta qui est énormément cité, qui s'est baladé dans la région. Il y a Duarte Lopez qui a joué un rôle majeur parce qu'il a été mandaté à un moment par le roi du Congo aller faire une mission au Portugal, en Espagne et puis peut-être même en Italie. Mais bon, ça a été compliqué sur son chemin. Il y a Antonio Cavazzi qui est également, Duarte Lopez, je pense c'était un espagnol ou un portugais. Antonio Cavazzi, un italien, il me semble. Olfer Dapper, c'est un néerlandais qui n'a apparemment jamais voyagé. À l'époque, il y avait des géographes passionnés qui ne voyageaient pas forcément, mais qui ont récupéré les récits de voyage ou les témoignages de voyage des vrais voyageurs, tels que Pigafetta, Duarte Lopez. Et après, il est répertorié sur des grands livres, genre Histoire de l'Afrique, machin, entre telle date et telle date. Et il répertoriait ces histoires-là et il faisait des chroniques, quoi. Et on retrouve aussi ce genre de choses avec, tu sais, celui qui a écrit les Prolégomènes, il paraît que Ibn Khaldoun, il paraît qu'ils n'étaient jamais rendus au Soudan en tant que tel, mais il a recueilli des témoignages de voyageurs, etc. Et il a commencé à écrire justement ces chroniques, raconter ce qui se passait dans cette région. On peut retrouver un peu la même logique chez Hegel, qui parle de l'Afrique, mais qui n'a jamais mis pied en Afrique. Et du coup, qui fait un raisonnement en se basant sur les récits des voyageurs. Mais tu as peut-être un élément à compléter. Donc voilà. Donc ensuite, il y a tous les, on va dire les missionnaires tardifs, parce que vous savez que les Portugais sont arrivés en premier. Ensuite, les Néerlandais sont arrivés dans la région dans les années 1600. Ensuite, les Anglais et les Français ont rappliqué. Et donc, c'est pour ça que vous voyez le père Laurent de Luc, qui a également écrit sur la région, et puis l'abbé Proyard également, qui était un Français. Il y en a un qui était belge et l'autre qui était français, je ne me rappelle plus lequel, qui ont également écrit sur la région. Donc, c'est vraiment à partir de 1500 jusqu'à 1700 et même au-delà, 1800, etc., on connaît globalement l'évolution de l'histoire de cette région-là, grâce à ces écrits-là. Alors, on va continuer la régie. On va sauter. Alors, le Congo, rapidement, on va faire une chronologie très rapide du Congo. Les Portugais arrivent en 1482, donc on commence à avoir une histoire écrite, on sait plus ou moins ce qui se passe. Mais le royaume en tant que tel, ou les fédérations Congo, ne commencent pas quand les Portugais arrivent, bien évidemment. Ils n'ont pas été découverts par le Portugal, comme on a appris à l'école. Parce qu'à l'école, on nous apprenait que Diego Cao les a découverts. On était quand même en Afrique, et on était au Congo, quoi. Et on nous disait, le Congo a été découvert par Diego Cao en 1482. Alors on se disait, mais comment on nous a pas découvert, c'est pas possible, on peut pas me découvrir. Je suis déjà là, comment tu me découvres? Bon, bref, c'était une histoire de perspective. Mais c'était surtout aussi peut-être le manque de finesse peut-être qu'ont eu les premiers éducateurs africains. Quand même, quoi. Ils auraient pu remodifier le livre d'histoire pour dire que nous, on est maintenant du point de vue des Africains et non, nous avons découvert les Portugais qui arrivaient sur nos côtes. Mais les mecs, ils nous ont remis les livres tels quels. Et bon, forcément, ça crée des biais cognitifs. Bon, bref. Et donc, 1482, mais en essayant de faire une reconstitution des généalogies des clans, ou même en se basant sur des récits oraux, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce travail-là, notamment un Belge qui s'appelait le père Jan Van Wing, Joseph Van Wing, qui a fait un gros travail dessus, de comprendre des structures claniques, etc.
Et en calculant le nombre, enfin à partir des dirigeants qui étaient en vigueur dans les années 1480, et aussi en se basant sur des sources orales, on date la fondation du royaume Congo en tant que structure centralisée entre les années 1275 et les années 1350 à peu près. En termes de chronologie, 1275, vous savez que par exemple, pour vous resituer, Soundiata Keïta, c'est à peu près 1235, il me semble. C'est entre 1230 et 1250, vous voyez. Donc c'était déjà beaucoup plus vieux quand même, le Ghana, l'histoire du Ghana, etc. Entre 1275 et 1350, on est encore dans la grande époque du Mali. Kankan Moussa, il me semble que c'est plutôt dans les années 1340, etc., qu'il va à la Mecque, etc., avec le fameux pèlerinage de Moussa Kankan. Bref, c'est juste pour faire des parallèles et essayer un peu de vous resituer dans l'histoire. Donc, quand les Portugais arrivent, 1482, et le dirigeant qui dirige le Congo, qui est on va voir la structure politique du Congo, mais le chef central, c'est un roi qui s'appelle Nzinga Kouvou, qui va se convertir très tôt, il me semble en 1500, en 1490, quelque chose comme ça, enfin, ou en 1496, quelque chose comme ça. Il va, en 1491, voilà, c'est écrit ici, il va se convertir de son plein gré au christianisme. En fait, pourquoi il le fait? Parce que c'est une stratégie économique. Parce que, bien évidemment, les Portugais, ils arrivaient. Dans un premier temps, ils faisaient du commerce. Donc, les Portugais venaient avec des nouveaux types de produits. Vous savez que les Portugais ont, par exemple, importé dans la région le manioc. Le manioc n'existait pas avant l'arrivée des Portugais. Ils ont importé plusieurs types de matières végétales. Également, ils ont importé des produits manufacturés, tels que de l'étoffe, de la soie, des choses qui étaient fabriquées, on va dire, en Europe. De l'autre côté, du côté du Congo, il y avait du commerce, un peu d'or, beaucoup d'ivoire et certains autres métaux que progressivement on va découvrir. Donc du coup, il y a un commerce, il y a une opportunité de commerce qui s'installe. Et donc ça intéresse ce roi qui était assez progressiste, mais celui d'après sera encore beaucoup plus progressiste. Et donc du coup, ce Nzinga Kouvou là, il règne, on va dire, entre la fin des années, entre l'arrivée des Portugais, on va dire, jusque dans les années 1500, 1506. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes de succession dans beaucoup de royaumes africains, notamment central, mais on le retrouve aussi un peu dans les royaumes du sud de l'Afrique de l'Ouest, donc par exemple chez les Akans, etc. Il y a souvent eu des problèmes de succession. Vous savez que l'histoire de la migration de la reine Abla Pokou chez les Akans qui va créer les Baoulés, c'est suite à un problème de succession. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur qui va prendre le pouvoir après la mort du roi, ben, on se sépare, et puis après il y a migration. Donc ce cas a été assez classique et aujourd'hui est retenu comme une source de migration dans beaucoup de cas. Et dans le cas du Congo, typiquement, quand la transmission du pouvoir, on va dire, était matrilinéaire à l'intérieur d'un clan, parce que les clans, ils étaient matrilinéaires, c'est-à-dire que celui qui héritait du pouvoir, c'était souvent un des neveux. Et le roi, il choisissait alors soit un neveu direct, soit un neveu un peu éloigné, parce que vous savez, les branches familiales sont toujours très grandes. Et le roi choisissait plutôt son choix, enfin, il avait une préférence. Et puis à partir de cette préférence-là, mais le problème, c'est qu'il choisissait, mais de son vivant, il ne décidait pas vraiment, il donnait juste une préférence. Mais après, quand il mourait, derrière, il y avait toujours un flou, ce qui fait que les prétendants se battaient presque systématiquement toujours. Ça se termine. C'était toujours presque des guerres civiles. Et à la mort de Nzinga Kouvou, il y aura une petite guerre civile. En fait, c'est des guerres civiles. En fait, c'est surtout des prétendants au trône qui sont pour le coup des chefs de clan fils ou de clan filles. Et donc, ils ont des gens autour d'eux. Et après, ils allaient s'affronter contre l'autre. Et dans le cas donc à la mort de Nzinga Kouvou, il y avait deux prétendants. Il y avait celui qu'on appelait Nzinga Mbemba, qui va très vite se christianiser également en prenant le nom de Afonso Ier, Dom Afonso. Et de l'autre côté, il y avait un autre dont j'ai oublié le nom, Mbamba quelque chose. Et lui, ces deux-là, c'est très intéressant parce que eux,
on est quand même dans les années 1500, ça fait une vingtaine d'années que les Portugais arrivent, et les Portugais ont vraiment cristallisé le pays. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles qui s'opposent. Il y a les modernistes qui veulent se christianiser, et puis il y a les traditionalistes qui disent que la modernisation chrétienne est détruit le pays, quoi. C'est la perte des valeurs traditionnelles. Vous connaissez le débat progressiste traditionnaliste. Apparemment, ça n'a pas commencé sur YouTube en 2020 avec la chaîne Comprendre l'Afrique. Apparemment, ça a commencé depuis très longtemps. Donc, dans les années 1400, dans les années 1500 déjà, il y a des graves crises politiques parce qu'il y a Nzinga Kouvou déjà qui choisit de devenir chrétien. Ensuite, Afonso Ier ou Nzinga Mbemba qui est aussi chrétien, très grand chrétien. C'est le roi qui a connu la plus grande longévité dans l'histoire du Congo. Lui, donc, il a commencé à créer un début d'administration, des relations. Il a envoyé ses neveux et son fils, Henrique, quelque chose comme ça, au Portugal pour qu'ils apprennent, qu'ils se forment, on va dire, académiquement. D'ailleurs, il y a son fils ou son neveu qui va devenir prêtre au Portugal. Donc ça, c'est pour ceux qui sont plutôt pour le modernisme chrétien, on va dire. Et puis, il y a les traditionalistes qui sont vraiment contre ça. Et donc, il y a, en plus des problèmes de succession classiques, vient se rajouter cette cassure de la société entre traditionalistes et progressistes. Et à partir de ce moment-là, il y a des affrontements à mort. L'affrontement entre Nzinga Mbemba et l'autre se termine par Nzinga Mbemba qui gagne. Enfin, Nzinga Mbemba, c'était le chef de la province du Nord qui s'appelait Soundji, qui était une province quand même très, très importante parce que c'était une province barrière par rapport aux régions du Nord, notamment les régions Téké, etc. Donc, c'était une région qui avait vraiment du poids, comme la province Mbata, par exemple, ou même la province Soyo, qui est une province maritime qui est en contact direct avec les Portugais, etc. Et du coup, quand il prend le pouvoir, il modernise, etc. Ça se solde par la mort de l'autre parce qu'on l'exécute. Et souvent, c'était comme ça. C'était en général celui qui gagnait pendant la guerre de succession, exécuter l'autre. Mais ce n'est pas une spécificité. Par exemple, en Europe, chez les Germains, la guerre entre les frères, les descendants de rois, c'était assez classique. On sait que les descendants de Charlemagne se sont fait la guerre. Parce que vous savez, la France avait été, enfin toute la Germanie, enfin la France jusqu'en Allemagne avait été séparée en plusieurs royaumes, la Neustrie, la machin bidule, et il y avait vraiment des machinations avec, il y a l'histoire de trois frères qui s'entretuent à mort, donc c'est vraiment des batailles à Angers, des affrontements, à la fin ça finit par un seul qui prend le pouvoir. On est un peu dans ces mêmes logiques claniques ici. Et du coup, l'histoire se poursuit. Bon, je ne vais pas dérouler l'ensemble des rois qui se sont poursuivis au pouvoir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cet antagonisme, cette dichotomie entre progressisme chrétien et traditionnalisme. Et il y a des rois qui vont arriver après, qui vont plutôt rétablir la tradition. Il y en a qui vont être plutôt entre les deux, etc. Mais globalement, l'emprise du christianisme ne prendra pas vraiment. Ça prendra chez certaines élites qui étaient plutôt modernistes, mais au niveau du peuple, ça ne prendra pas vraiment. Et les traditionalistes garderont quand même un poids assez important. Pourquoi ? Parce que aussi, il faut avouer qu'il y a dans certaines traditions, telles que, par exemple, le fait de la polygamie, c'était très pratique parce que c'était des stratégies qui permettaient de garder un certain lien entre des clans qui s'étaient trop éloignés ou bien même des clans originels de la zone, parce que les Congos, en fait, ils ont chassé des peuples qui existaient déjà là, et des fois, pour éviter, on va dire, des malédictions sur la terre, etc., il fallait s'allier avec des femmes de clans qui préexistaient. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les clans Tsakou, qui vivaient dans la région de Mbata. Donc, du coup, ça fait que il fallait plusieurs mariages, il fallait de la polygamie stratégique. Et le christianisme, avec sa monogamie arrivant, ça mettait à mal par exemple, ce genre de tradition-là. Donc, forcément, il y a des régions qui n'étaient plus unies par les liens matrimoniaux et qui n'avaient plus vraiment de raison d'attache. Donc, tout ça fait aussi qu'il commence aussi à avoir de plus en plus d'affrontements. Dans les années 1560, cette tension interne entre les Congos et puis l'élément portugais qui s'est inclus est encore atteint son paroxysme avec des attaques d'un peuple qui venait du nord ou du nord-est, qui sont les Yaka, qui pénètrent par la province est de Mbata et qui entrent dans la capitale à Mbanza Congo et qui saquent la ville.
ils détruisent la ville. Ça nous rappelle les sacs des villes, hein, classiques comme Kombi Salé au Ghana, avec les Almoravides qui rentrent dans la capitale, font le sac, etc. Ce qui se passe au Congo à cette époque, c'est le roi qui était là, son nom chrétien, c'était Alvar Ier ou quelque chose comme ça. Et lui, quand il voit les Yakas débarquer, le mec, il se barre, il fait comme le président de l'Afghanistan. Il fait genre, ah non, ils ont gagné, tu vois, il prend son avion, il se barre et tout. Il fait la même chose. Et après, il va se réfugier sur une île qui était sur l'embouchure du Congo, donc près de la ville de Matadi actuelle. Après, il appelle les Portugais en renfort. Et donc, le roi portugais à l'époque, qui s'appelait João III ou quelque chose comme ça, il envoie des bataillons qui viennent l'aider pendant 1 année et demie presque. Ils sont obligés de lutter pour reprendre la capitale. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il s'est constitué naturellement en vassal. Il a accepté qu'une force étrangère vienne l'aider à rétablir la paix chez soi. Donc à partir de ce moment, on considère en général que le Congo était devenu un vassal du Portugal. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des intrigues. Quand il y avait un roi qui prenait le pouvoir et qui ne s'alignait pas avec la politique du Portugal, donc qui par exemple était anti-esclavagiste, qui voulait interdire l'esclavage ou l'amoindrir, etc., les commerçants et les missionnaires chrétiens portugais, catholiques portugais du Congo, écrivaient au roi pour lui dire celui-là, il n'est pas totalement aligné, il nous empêche, entrave au commerce, qui est une expression bourgeoise par excellence, entrave au commerce, donc là, il faut intervenir. Donc, intervention, on fait sauter le roi, on met un autre roi, etc. Donc, ça fait qu'ils se sont retrouvés même avec des rois de 18 ans, même avec des rois de 10 ans, parce que chaque fois, et puis il fallait tenir compte aussi des contingences locales, etc. Donc, c'était assez compliqué. Mais le problème, c'est que cet élément extérieur venant exacerber des réalités intérieures qui étaient déjà assez tendues, ça fait que le royaume va commencer à connaître une déliquescence. Et vu qu'on a perdu ces notions ces mariages matrimoniaux ne sont plus systématiques, chaque région se replie un peu sur elle-même. Les chefs des différents clans des provinces ou les chefs qui s'imposent par la force créent finalement leur propre petite principauté. Ça fait que l'État, en fait, se délite. Et à partir de ce moment-là, le Royaume Congo connaît un déclin. Donc, il n'y a plus de structure centralisée. Chaque chef de clan fait un peu ce qu'il veut, avec des affrontements par-ci, par-là. Et donc, c'est ainsi que toute une civilisation qui a connu quand même presque 3 voire 4 siècles connaît un déclin. Et puis après, derrière, beaucoup plus tard, va subir après les royaumes qui viennent du sud, parce que le royaume d'Ongo, où il y a la reine Zinga là, qui est au cœur de l'Angola, va venir aussi rajouter en s'alliant avec les Néerlandais, va venir affronter le Congo par le sud. Ensuite, il y aura toute l'histoire il y a l'histoire des Yakas, etc. Donc ça fait que le royaume Congo finalement s'effondre et après sera divisé sur plusieurs territoires. La partie centrale est en Angola aujourd'hui, la partie est est un peu sur la RDC, notamment la région du Kasaï. Et puis après, la partie nord est au sud du Congo-Brazzaville, jusqu'à Luango, etc., qui étaient des régions vassales du Royaume Congo. Donc, alors, on va continuer. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, tout à l'heure, je vous ai déjà, là, on va aller très vite. Je vous ai parlé des différentes provinces. Vous n'aviez pas la carte, donc vous saviez pas, pardon, ou sur les différentes régions. Donc, cette carte, qui est une carte un peu tardive, vous voyez, Royaume du Congo, 1650. 1650, c'est déjà tardif parce que vous avez vu que les Yakas, c'est 1560, 1768. En fait, à cette époque, 1650, le royaume commence déjà à péricliter. C'est pour ça qu'au nord, par exemple, vous ne voyez pas la province Sundi, qui est ici subdivisée en plusieurs petits provinces, parce qu'il y a des petits chefs de clan qui ont commencé à se partager, on va dire, les petits territoires. Mais vous reconnaissez la province de Pemba, qui est la province centrale, où il y a la capitale qui s'appelle Manza Congo. En portugais, ça s'appelait San Salvador, ou Saint-Sauveur, et c'est là où vous voyez le point San Salvador. C'était vraiment là la capitale du Royaume Congo. Et les Portugais, ils étaient arrivés par l'embouchure, donc par la province de Soyo, que vous voyez à l'ouest,
Et donc, il fallait traverser la province de Soyo pour arriver à Pemba, qui était la province de la capitale. Au nord-est, il y avait la province de Mbada, qui était la province par laquelle le roi fondateur du Congo est passé. Donc, cette région a une très forte importance parce que le roi du Congo, pour assurer sa légitimité, devait épouser une fille d'un clan de cette région-là, le clan des Nsaku, qui venait surtout de cette région-là. Et donc, cette région avait aussi une importance. Et également, voilà, les régions du sud, etc., le Mbamba, etc., qui est à la frontière avec le pays Bundu, les royaumes de Dongo, Matamba, etc. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, ça, c'est pour l'organisation administrative. Alors, la régie. Alors, pour l'organisation, on va dire politique, là, je vais aller très vite. Donc, le roi, on va dire, le titre suprême, on va dire le roi, c'est on appelle le Moéné Congo. Les Portugais l'appelaient le Mani Congo. Mais le terme Moéné, c'est un terme honorifique qui est assez classique. Déjà dans le Royaume Congo, mais classique même pour les Bantous qui ont peuplé toute la sous-région. Parce qu'on retrouve ce terme chez beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, dans les peuples du nord du Congo, on retrouve le terme Moéné. Ce sont les chefs traditionnels. Pour ceux qui connaissent un peu la région, on les appelle Moéné. Même aussi également pour au sud du Congo, par exemple, chez les Congos, le terme Moéné existe toujours. Quand vous allez au Zimbabwe, même un peu plus au sud, quand on dit le Mono Motapa en réalité, c'est une déformation portugaise de Moéné. En fait, c'est Moéné Mutapa. Donc, Moéné, c'est vraiment un titre honorifique qui est un peu comme le Lopoué chez les Luba. C'est vraiment c'est un titre honorifique qui exprime comment dire, le fait que la personne a un certain, voilà, a un certain pouvoir, on va dire, dans la société. Donc, c'était le titre du roi, c'était le Moéné Congo. Ensuite, il y avait un système d'électeurs qui contrebalançait les décisions du roi pour les questions de succession, par exemple, ou pour les questions de guerre, etc. Il y avait ce qu'on a appelé les matrons, c'était en gros c'est ce que Cheikh Anta Diop appelle le bicaméralisme, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui faisaient partie également de cette assemblée élective, qui était, une fois de plus, plutôt un regroupement de clans. En fait, chez les électeurs, c'était des chefs de clan. Chaque chef de clan envoyait son chef de clan aller au niveau de cette assemblée de chef de clan, si vous voulez. Et de l'autre côté, il y avait les femmes les plus âgées des clans, qui faisaient partie également de ces systèmes d'assemblée, on va dire. Et voilà, ils essayaient de contrebalancer, on va dire, la décision du roi. Cette structure-là est, une fois de plus, assez classique. On le retrouve dans beaucoup de royaumes d'Afrique de l'Ouest, même on le retrouve, mais pas que. Pas que. Par exemple, même chez les premiers Grecs, on retrouve des systèmes d'assemblée clanique qui contrebalancent le pouvoir central du roi, etc. Donc, c'est vraiment des structures. C'est ce qu'on appelait la démocratie primitive chez les Grecs, mais parce que chez les Grecs, c'est daté et c'est écrit et on le connaît. Mais ça existe dans beaucoup de structures claniques qui étaient déjà dans un mouvement de progrès, de transformation vers des systèmes un peu plus, on va dire, universels. Donc voilà, c'est assez classique et assez. C'est pas une spécificité, quoi. Donc on va aller un peu plus vite. Alors, le monde Teke, le monde Teke, il est encore un peu moins connu que le monde Congo. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a vu qu'avec les Portugais, on commence à avoir des chroniques écrites à partir des années 1480, quand les Portugais arrivent. Avec les Teke, il faut se rendre compte que c'est à partir des années 1870, quand Pierre Savagnin de Brazza, qui arrive dans la région et qui découvre le pays, enfin découvre, il arrive pour la première fois, c'est un Européen qui met pied dans le pays Teke. C'est dans les années 1880, quoi. Parce qu'il est arrivé par le Gabon, par Libreville, tout ça, et il est passé par Logoué. Et il arrive donc, quand on passe par Logoué, on arrive naturellement par la région du plateau, au niveau du Congo-Brazzaville. Et donc, dans la région du plateau du Congo-Brazzaville, tous ceux qui sont congolais de Brazzaville savent que là, cette région est peuplée par les Teke, qui ont leur capitale dans la cité, enfin dans le village aujourd'hui de Mbé. Et c'est là que capitait le Makoko. Donc sur la carte des ethnies ici, des grands groupes ethniques du Congo-Brazzaville,
tout ce qui est vert est, on va dire, Teke. Ce n'était pas un royaume unifié, centralisé comme le royaume Congo, mais c'était un royaume qui était en voie de centralisation. Donc il y avait déjà une figure centralisatrice pour l'aspect, on va dire, spirituel, qui était le Makoko. Mais par contre, l'aspect militaire, c'est pas lui qui avait le pouvoir de l'aspect militaire. Donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme chez les Japonais, quoi. C'est un peu chez les Japonais, vous savez, avec l'empereur et après avec les gouvernements des samouraïs qui se baladaient et qui assuraient, qui faisaient la guerre, etc. Bah, c'est un peu, quand on y pense, c'est un peu pareil. Et donc, le monde Teke était en contact avec le monde Ngala, qui est ici en bleu sur la carte, qui en fait est une extension du monde Ngala qui a plutôt son centre du côté de la RDC, au nord du fleuve Congo, autour de la ville de Lissala. Bon, on le verra tout à l'heure. Donc, toutes comment dire, ces grands groupes-là, historiquement, on ne va pas dire se sont affrontés, mais historiquement, ce sont quand même des groupes qui se connaissaient. Parce que, par exemple, qui se connaissaient en termes de commerce et en termes de velléité guerrière. C'est-à-dire que quand De Brazza est arrivé dans la région, par exemple, en 1880 et quelques, lui, ce qu'il voulait faire, c'était d'installer des comptoirs de commerce français sur le fleuve Congo. Sauf que toute une bonne portion du fleuve Congo, notamment de la région des plateaux, entre Brazzaville et la zone marécageuse que vous voyez au nord, toute cette région-là était peuplée par les Téké. Donc il va voir le roi Makoko, qui s'appelait à l'époque Iloy Ier, Iloy, et il lui demande, nous on aimerait installer des comptoirs sur le Congo pour faire le commerce avec les peuples du nord, venir vendre faire comme ils faisaient avec le royaume Congo, quoi. Enfin, les Portugais faisaient le royaume Congo. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que lui dit le Makoko des Téké? Il lui dit, on ne peut pas vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que les peuples du Nord, qu'on appelait les Bobongi, qui étaient un groupe Ngala, qui descendait depuis le nord de la RDC sur la boucle du Congo, qu'on verra tout à l'heure quand on va voir les Ngala en RDC, ils descendaient le long du Congo, et soit ils faisaient du commerce, et aussi souvent ils faisaient des razzias, c'était des sortes de pirates, quoi. Il y avait de temps en temps des chefs qui pétaient un peu les câbles et ils venaient là, faisaient des razzias sur les villages qui étaient sur les bords. Et donc les relations entre les Téké et les Bobongi, c'était pas des super relations. Donc les Téké lui disent, pour installer des comptoirs, il faut d'abord qu'on s'entende avec les Bobongi. Donc il y a une histoire très célèbre. Il y a De Brazza qui prend deux chefs de clans et de provinces Téké, et ils vont rencontrer des Bobongi au nord de Brazzaville, enfin au nord de l'île Mbamou, qui est dans la zone, enfin ceux qui connaissent Brazzaville. Et là, ils font un deal en disant qu'on va faire du commerce, etc. Et tout le monde va gagner. Et les Téké, ils étaient partis pour que les Bobongi ne l'acceptent pas, parce que c'était des guerriers assez farouches. Mais les Téké eux-mêmes, ils le reconnaissaient. Mais pour le coup, les chefs Bobongi vont accepter. Et du coup, c'est à partir de là que commencent à s'installer, on va dire, les premiers comptoirs français sur le Congo. Dans un premier temps, ça c'est après le premier voyage de Brazza, mais après il y aura toute une histoire derrière, parce qu'après de Brazza va revenir, ensuite il y a les compagnies concessionnaires qui vont arriver, ensuite il va comme ça avoir des attaques des colons français sur les villages, etc. Et puis c'est toute l'histoire de la colonisation qui va partir avec le chemin de fer Congo-Océan, etc. Mais ça c'est vraiment le pays Téké, c'est surtout voilà, cette dichotomie entre le monde Téké et puis le monde Bobongi, Ngala, etc., qui a été marqué, daté dans l'histoire, et qui est très intéressant. Et d'ailleurs, cette structuration des grands groupes dans l'histoire moderne des pays, on le retrouve encore. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu comme ça avec la colonisation. Voilà. Alors, donc, on va passer rapidement après, parce qu'on commence un peu à s'attarder là. Alors, donc là, vous avez une petite photo de ce que c'était le roi Makoko de Mai, parce que là, pour le coup, en 1880, enfin dans les années 90, à partir de la fin du 19e siècle, il y avait les photos noir et blanc. Donc là, vous avez typiquement une photo avec ce qui était devenu, comment dire,
l'évolution, on va dire, du royaume Teke, avec ici ce qui était le roi de l'époque, le Makoko de l'époque, qui, ici, sur la photo, on voit qu'il est assis à terre. À mon avis, il n'est pas assis à terre. À mon avis, il est assis plutôt sur une peau de léopard parce qu'il n'était pas censé toucher la terre. Dans l'ensemble des chroniques qu'on a reçues, il n'était pas censé toucher la terre parce qu'il avait un pouvoir de fertilisant de la terre. Enfin, voilà, c'était son aspect, l'aspect spirituel qu'il avait, c'était qu'il pouvait fertiliser la terre ou stériliser la terre s'il la touchait. Donc, il fallait qu'il reste toujours. Voilà, fallait pas qu'il touche la terre de manière aléatoire. Donc, sur cette photo, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a une peau de léopard en dessous de lui, ce qui était assez classique, hein, le léopard. Je pourrais aller beaucoup plus en détail les relations entre comment le royaume Teke s'est déstructuré avec les mêmes logiques que le royaume Congo. C'est-à-dire qu'il y avait des chefs de province qui étaient des chefs de clan et comment Stanley, qui était l'envoyé du roi belge du Congo, a manipulé celui qu'on appelait à l'époque Ngaliema, qui était un chef de clan qui était de l'autre côté du fleuve Congo, pour le monter contre le Makoko. Ça va commencer à créer des délitements, etc. Et même ses propres généraux, dont un qui s'appelait Opontaba, ils vont commencer à se disputer. Donc, le royaume va se déliter aussi bien de l'extérieur, enfin, par on va dire, une cause première extérieure, mais à l'intérieur, ils étaient fragiles déjà. Il n'y avait pas un pouvoir centralisé fort qui pouvait punir à la moindre dérive. Alors, il y a des raisons, hein, c'est évoqué dans l'ensemble des livres qu'on lit, techniques, culture, enfin, il y a plein de raisons qu'on peut développer, etc., dans les débats qu'on aura tout à l'heure, quand on va voir le panel. Mais c'est quand même une logique globale, c'est-à-dire que la centralisation des pouvoirs, l'unification, enfin, la centralisation formelle et dure des royaumes africains, notamment surtout sur la zone en dessous de la forêt équatoriale, a été très difficile. Et il n'y a pas beaucoup de royaumes où on a vu ça. Et à mon avis, ça, c'est la cause du déclin assez rapide de beaucoup de ces royaumes-là, la centralisation du pouvoir. Et ça fait que ça a probablement développé des mentalités de petits chefs. Petit chef dans sa petite localité, etc. Ce qui, à mon avis, on peut retrouver encore ces logiques-là aujourd'hui, hein, dans le monde moderne, etc. Ici, sur la carte, vous voyez déjà, sur la RDC, vous commencez à voir le cœur du noyau Luba en rouge, et le cœur du royaume Lunda en bleu. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On continue la régie. Alors non, on va juste passer parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Alors, rapidement, le monde des chefferies. Tout à l'heure, on a vu la carte globale. On a vu que les structures étatiques étaient plutôt sur les bordures, sur les zones de plateau. Et comme je vous disais, dans la zone forestière, il y a aussi des peuples qui sont là. C'est juste qu'ils sont moins structurés. Déjà, ceux qui étaient sur les bordures, ils n'étaient pas, des pouvoirs centralisés, comme on a vu par exemple des États-nations européens à partir de la Reconquista en Espagne, etc., et puis en France, etc. Mais dans les zones équatoriales forestières, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, pour le coup, je connais ces régions-là, parce que c'est un peu mes régions d'origine. Et il faut voir, il y a des villages, c'est pour ça qu'on appelle ça des chefferies. En gros, il y a des regroupements de villages qui sont regroupés comme des quartiers. Donc, il y a des amas de villages. Et soit chaque village a son chef, soit il y a des chefs de village, il y a des chefs d'amas de village. Mais il n'y a pas de pouvoir central avec une cité-État centrale, comme à Banza Congo, comme à Kombi Salé au Ghana, comme à Niani au Mali, ou comme à Gao au Songhai. Il n'y a pas ça. Et donc, là, on est plutôt chez les peuples. Alors, il y a beaucoup de peuples qui sont dans ces groupes-là. Il y a les Ngala, qu'on voyait tout à l'heure, qui viennent plutôt du nord de la RDC et qui ont une ère culturelle qui va jusqu'au Congo-Brazzaville, etc., avec des groupes tels que les Kouyou, les Bomitaba, les Moshi, voilà, plein d'ethnies qui sont dans cette ère culturelle-là. Plus au nord, entre le Cameroun au nord-ouest, entre le Cameroun et le Gabon, on a les groupes Fon qui seraient une migration plutôt sud de l'équivalent des groupes Ewondo et des groupes Beti qu'on trouve au Cameroun. Et d'ailleurs, il y a encore des cultes, il y a des similarités cultuelles entre ces groupes-là. En fait, c'est une migration très tardive, des années probablement fin 1700, début 1800. Il y en a qui disent que c'est peut-être lié au bouleversement de Danfodio au nord qui a poussé des migrations dans ces régions-là vers le sud.
Donc, ce sont plutôt des migrations côtières, pour les fonds en tout cas. Et ça rappelle, ce qui est assez bien, c'est qu'on peut faire des similarités entre ces migrations côtières, par exemple des fonds, avec les migrations côtières, par exemple, du sud de la Côte d'Ivoire. C'est un peu les mêmes logiques, quoi, avec des migrations par bond. On peut retrouver ça en Côte d'Ivoire chez les peuples tels que les Aïzis, les Iotilés, certains groupes Fonti, les Anis, Sanvi. Voilà. Globalement, ce sont un peu les mêmes mécanismes de migration. Et probablement, si on avait un peu plus de travail, si on fait un peu plus de travail d'archéologie, on peut ressortir presque des traits communs chez ces peuples-là qui sont dans des paysages un peu similaires, quoi. Ensuite, au sud, il y a le monde Pounou qui est assez connu parce que c'est sur la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Gabon, hein. On connaît, souvent les familles de ces groupes-là sont sur les deux côtés de la frontière. Donc voilà, rapidement, vraiment, pour parler des groupes fonds, quotas et tout. Et juste pour la petite anecdote, les cultures, les quotas, c'est très intéressant parce que ils fabriquent des très beaux masques. Si vous tapez masque quota sur Internet, vous allez voir, ils fabriquent des masques magnifiques qui se vendent à des millions d'euros aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment des masques magnifiques. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous pouvez un peu faire quelques recherches. Voilà. Donc, on va continuer rapidement. Alors, les mondes Luba et Lunda, on est plutôt là au sud de la RDC. En gros, pour simplifier, le monde Luba, déjà, tous ces royaumes-là, on est plutôt à partir de la fin du XVIe de la fin du XVIe siècle. Donc, à partir de la fin des années 1500. À la fin des années 1500, vous voyez, ça fait déjà un siècle que le Congo a connu son apogée. Avec un Ndingakovu début des années, un siècle, 90 ans à peu près. C'est à partir de ce moment que ces royaumes commencent à émerger. 1575, 1600. Pourquoi? Parce que ça fait un siècle que le commerce d'esclaves a commencé à s'intensifier. Et cette logique, on la retrouve aussi dans beaucoup de royaumes de la côte du golfe du Niger, au sud du Nigeria, avec Old Calabar, certaines cités Yoruba, voilà, certaines localités au sud, ou même des royaumes un peu plus anciens, tels que le Tenkira, qui ont commencé à émerger vraiment parce que l'esclavage a été un apport de capital, si vous voulez, parce que le commerce d'esclaves était pratiqué par certains chefs de villages, de royaumes, etc. Et là, donc à partir de la fin des années 1500, le groupe Lunda se structure. Déjà, les groupes Luba se structurent. Et donc, il y a un roi fondateur, il y a toute une mythologie associée. Et puis après, à l'est, donc eux, ils sont plutôt dans la zone de ce qu'on appelle le Katanga aujourd'hui, sur le haut Lualaba, qui est un cours d'eau, qui est un affluent très lointain du Congo, enfin, est un affluent du Congo. Donc eux, ils sont plutôt dans cette zone sud-est de la RDC. Et du côté sud-ouest, à la frontière avec l'Angola, on a le monde Lunda, qui est plutôt dans la région du Kasaï aujourd'hui. Enfin, qui était plutôt dans ce qu'on appelle le Kasaï aujourd'hui, parce qu'il y a un cours d'eau qui s'appelle là, qui prend source et qui s'appelle le Kasaï. Donc, dans la mythologie de la fondation des Lunda, ce serait un prince Luba qui aurait épousé un clan local, et c'est ce qui aurait donné les Lunda. Ça nous rappelle un peu le Kanem Bornou, dont parlait Chris la dernière fois, pour faire le mix entre le Kanem et le Bornou. Tu vois, on retrouve toujours un peu les mêmes logiques. Et il y a ensuite la stratégie des Lunda était assez spéciale parce que les rois Lunda avaient des généraux qu'ils envoyaient souvent aller prospecter très loin au sud, trouver des terres et installer des sortes de colonies. Et donc, il y a l'un des généraux qui va partir vers le sud et qui va créer le Kazembe, qui est ce royaume-là qui est au sud de la RDC et au nord de la Zambie. Et ce royaume aura un rôle très important parce que ça va être une plaque tournante du commerce, notamment du commerce d'ivoire, de bois, etc., mais aussi de commerce d'esclaves, entre le monde de l'Est, donc le monde européen, traite atlantique, etc., et le monde de l'Ouest, le monde de l'Ouest, et le monde de l'Est, qui est le monde de Swahili, Côte Swahili, Tanzanie, etc. Et il y a une histoire qu'on connaît bien dans la zone. En Tanzanie, il y a un peuple qui s'appelle les Nyamwezi,
Et dans les années 1820, quelque chose comme ça, il y a un mec enfin, un gars, un Nyamwezi qui s'appelle Msiri, qui migre avec son père dans la région du Kazembe. Et en fait, quelques années après, ce Msiri devient un très, 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 très grand vendeur d'esclaves. Il commence à générer tellement d'argent qu'il crée une sorte de milice autour de lui, qu'il appelle les Bayeke. Comment dire, ils vont fortement participer à la déstructuration, notamment des pays Luba et Lunda. Parce qu'ils font des razzias, ils vont prendre ils capturent vraiment des gens, ils achètent des fusils, etc. Ils capturent des gens et ils vont les vendre sur la côte Swahili, notamment chez Tipo Chip, qui était un noir arabisé qui habitait à Zanzibar, qui était aussi un très grand esclavagiste. Si vous allez à Zanzibar, vous visitez les maisons des esclaves, etc., on va probablement vous raconter cette histoire-là. Et cette histoire est très connue. Et toute cette région, à partir des années, enfin, a quand même connu beaucoup de violence déjà depuis un certain temps. Parce que déjà, ils étaient pris en étau entre les deux commerces d'esclaves de part et d'autre. Les Portugais, dans un deuxième temps, ils vont abandonner le Congo. Parce que dans les années 1500, ils étaient surtout du côté du Congo, mais à partir des années 1600, ils vont plutôt s'orienter vers le sud du Congo, donc les royaumes d'Ongo, vous savez, avec la reine Zinga, etc. Ce qu'on appelle l'Angola, qui a donné. Enfin, en fait, Angola, c'était le nom du roi, enfin, le titre du roi, ce qui a donné l'Angola. Et tous ces royaumes-là vont s'allier. Enfin, les Portugais vont venir là, ensuite, ils vont s'allier avec les Néerlandais. Bon, bref, il y a toute une histoire. Et ça fait que il y a, comment dire, c'est une zone de très forte tension politique presque, parce que c'est l'une des zones qui a le plus été dépeuplée pendant la période de l'esclavage. Le port de Luanda a été le plus grand port d'exportation de noirs en nombre de toute l'Afrique occidentale. Ça, c'est relativement bien, comment dire, voilà, globalement, l'étude a quand même été bien faite. Pourquoi? Parce que dans cette région, vu qu'on est sur une zone de plateau, l'agriculture était assez prospère, on n'est pas dans la zone forestière, il y avait une grande densité de population quand même. Et donc cette zone a été beaucoup vidée quand même pendant cette époque-là. Et dans un premier temps, les Portugais, ils sont arrivés au Congo, ils ont commencé à faire des razzias, etc. Il y a des rois qui se sont opposés, ils sont passés outre. Dans un deuxième temps, il y a des rois qui se sont alignés, qui ont plutôt fait le commerce d'esclavage, enfin fait l'esclavage, on a parlé du Kazembe, et puis il y a eu des locaux qui sont devenus des chefs de guerre même, qui ont fait la pratique même de l'esclavage. Mais dans un deuxième temps, les Anglais, dans les années 1700, tout d'un coup, ayant basculé de l'autre côté, étant passé de régime esclavagiste à régime abolition de l'esclavage, ils veulent appliquer l'abolition de l'esclavage à tout le monde. Donc, ils commencent à traquer les royaumes esclavagistes. Et donc, c'est dans ce contexte de l'arrivée de Livingstone, vous savez, à partir des années 1850 dans la sous-région, qu'il y a maintenant des missionnaires anglais qui viennent. Et c'est, par exemple, l'histoire de Msiri, si vous faites un peu de recherche, il va être tué par un soldat anglais. Mais parce qu'à l'époque, l'idée, c'était de zigouiller à peu près tous les chefs esclavagistes. Tipo Chip va être tué par les Anglais. Beaucoup d'esclavagistes de Zanzibar, de la sous-région, de la côte Swahili vont être tués par les Anglais, etc. Parce que entre le début de l'esclavage, qui était plutôt une demande et comment dire, une impulsion externe, et puis après, ça a été quelque chose qui s'est perpétué dans la sous-région. Ensuite, à la fin, les Anglais, ils reviennent avec un angélisme qu'on ne comprend pas, venir dire maintenant on est opposé à l'esclavage, et après ils commencent à zigouiller les États esclavagistes, etc. Donc ça, c'est encore une couche supplémentaire qui vient déstructurer encore les nouvelles structures qui commençaient à apparaître, etc. Mais bon, l'histoire dans cette région est très très compliquée parce que j'aurais pu parler des Ibangala, j'aurais pu parler des Chokwe, bon bref, c'est très compliqué. Mais bon, pour simplifier, on va continuer. Alors, donc, là, on a déjà plus d'une heure de présentation, donc c'est mieux de conclure. Et puis après, pour ceux qui ont aussi des éléments à apporter, on va enrichir. Peut-être on aura l'occasion de rajouter des détails, parler de plus de choses, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à appeler. Alors, la colonisation, vous savez, on en a déjà parlé plein de fois, même dans les chroniques. Au début, ce que les Portugais ont fait depuis le XVe siècle, c'était déjà une sorte de colonisation. Mais c'était une colonisation de surface.
parce qu'ils se sont arrêtés que sur les zones côtières. En réalité, les Portugais, en fait, même l'expérience du Congo est une expérience particulière parce qu'ils n'ont pas connu de pénétration, ils n'ont pas fait de pénétration telle que ce qu'ils ont fait au Congo et au Mozambique, Sofala, tout ça. Ils n'ont pas fait ça, par exemple, en Afrique de l'Ouest très tôt. Il a fallu attendre assez tardivement, donc des années 1800, pour avoir des vraies pénétrations dans le continent. Les Portugais l'ont fait en premier temps. Probablement, ils ont été arrêtés pour des complications de navigation, les techniques à l'époque, etc. Dans les années fin des années 1700, surtout les années 1800, vraiment la fin du 19e siècle, là, il y a des nouvelles techniques. Les bateaux sont plus performants. On peut remonter les cours d'eau beaucoup plus vite. Et donc, ça fait que la colonisation, en partant de l'embouchure du Congo, a été beaucoup plus rapide. Vous savez que la conférence de Berlin de 84, le motif au départ, c'était comment on va diviser, comment on va séparer le bassin du Congo. Parce que le roi belge Léopold II, il voulait prendre voulait prendre tout le bassin du Congo. Les Portugais revendiquaient la vallée du Niari qui se trouve au sud du Congo, etc. Il y avait plusieurs puissances. L'Angleterre appuyait les uns, la France appuyait les autres, les Allemands appuyaient les autres, etc. Et donc, c'est ça qui a stimulé la conférence de Berlin. C'était vraiment, au départ, c'est une conférence de la division du bassin du Congo. Et à partir de ce moment, donc, il y a une accélération de la colonisation et il y a une séparation donc, avec les frontières actuelles à peu près, qu'on connaît, qui est la carte à droite. Mais on peut toujours s'imaginer que s'il n'y avait pas eu cette conférence de Berlin et cette séparation, à quoi auraient ressemblé les cartes en Afrique? Elles auraient probablement ressemblé à ces cartes, comme cette carte à gauche, même si cette carte est optimiste. Elle est optimiste parce qu'elle elle fait des grandes plages de peuples. C'est une carte générique qu'on a trouvée sur Internet. Elle fait des grands peuples, mais en réalité, dans chacun de ces peuples, il y a une diversité incroyable. En réalité, il n'y a pas d'homogénéité de ces peuples-là. Mais comme ils ont des proximités culturelles et linguistiques, on considère en général que ce sont des grands groupes. Mais en général, même dans ces groupes, il y a des grandes divisions. On a vu que dans les cités-États Haoussa, déjà, ce n'était pas uni. On a vu dans les cités-États Akan, ce n'était pas uni. On a vu qu'au Congo, ce n'était pas uni. Dès qu'il y avait des motifs de division, de succession, des choses comme ça partait en cacahuète. Et pire encore, dans les groupes des régions forestières, là, c'était vraiment c'était presque des ethnies différentes, même s'ils avaient des langues très communes. Au Congo-Brazzaville, par exemple, il y a des groupes ethniques qui sont dans le même air, on va dire, d'Engala, mais en termes de culture, on le voit, ils ne sont pas si proches que ça. Ils se considèrent comme des ethnies à part entière. Donc, comment dire, ça aurait donné probablement une carte très, très, beaucoup plus dense, avec des États beaucoup plus petits, si on peut appeler ça, ou des nations beaucoup plus petites. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que cette colonisation, n'ayant pas tenu compte des frontières, on va dire, naturelles, des aires culturelles, ça fait qu'il y a beaucoup de groupes d'aires culturelles qui n'étaient pas homogènes, mais qui se sont retrouvés entrecoupés dans plusieurs pays. Et ça a structuré aussi l'histoire post-coloniale entre les années 60 et les années 90, qui est une époque de la guerre froide, de la manipulation des contingences internes à l'Afrique, etc. Les gens se sont positionnés pour la colonie, les forces coloniales, les anciennes forces coloniales qui étaient dans des mouvements de guerre froide, se sont structurés par rapport à ces réalités de nations divisées. Donc il y a des grands groupes. Par exemple, en Angola, le grand groupe Bundu a eu historiquement une histoire qui est liée avec l'histoire de Savimbi, par exemple. On le sait. Il y a l'histoire du Congo et puis l'histoire des métis, issue de l'histoire du métissage avec les Portugais, qui a donné les Dos Santos. C'est pour ça qu'ils ont des noms comme ça, Dos Santos, etc. Du côté du Congo-Brazzaville, vous voyez, il y a le grand monde Ngala, il y a le monde Téké, il y a le monde culturel Congo. Et tous ces mondes-là se sont retrouvés, mais on retrouve la même chose au Tchad, le monde Sahara, le monde Zagawa, etc. Enfin, tous ces grands espaces culturels se sont retrouvés découpés sur plusieurs pays et d'autres se sont retrouvés réunis dans d'autres pays. Et c'était des terreaux assez fertiles, on va dire. Si on vient en ajouter encore cette réalité clanique
et cette absence de pouvoir centralisateur, c'était vraiment des terrains fertiles quand même pour une colonisation comment dire, qui allait assez vite et qui utilisait des réalités locales pour créer de la zizanie, créer des tensions, faire des guerres, etc. Et qui a débouché quand même sur beaucoup de drames, quoi. Et on peut se dire que s'il y avait eu des structures étatiques très centralisées, probables, comme par exemple l'Éthiopie, on le voit aujourd'hui, même l'Éthiopie n'était pas, on l'a vu la dernière fois, n'est pas centralisée. Mais déjà, c'est un peu plus centralisé que ce qu'on a dans les autres trucs, enfin dans les autres régions. Mais vous voyez, l'Éthiopie, c'est défendu, quoi. C'est défendu parce qu'il y avait une certaine structure, il y avait une écriture, une administration, un pouvoir relativement centralisé qui avait une tendance à s'étendre vers le sud, etc. Et ça fait que l'Éthiopie a résisté à la colonisation. Et probablement, s'il y avait beaucoup plus d'États qui s'étaient retrouvés dans cette configuration, il y aurait beaucoup plus d'États qui auraient résisté à la colonisation. Voilà. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur ces cartes. Par exemple, aujourd'hui, il y a des États qui sont un peu mieux que d'autres en termes dans l'histoire récente. Pourquoi? Parce que ce sont des États qui sont... Il y a des pays qui sont centralisés autour de grands groupes ethniques ou de grands groupes nationaux. On pense au Botswana, on pense au Burkina Faso, on pense même un peu au Ghana, qui sont des États qui sont quand même centralisés sur un groupe principal qui a eu une action majeure et une structure qui était assez importante. Du coup, ils ont un rayonnement important à l'échelle du pays et ça fait que voilà, ça inhibe un peu certaines difficultés que rencontrent d'autres pays. Voilà. Donc ça, c'est un peu les conséquences, on va dire, quelques conséquences de la colonisation. Voilà. Donc, grand merci à tous. J'ai essayé vraiment de balayer large, de dire tout ce qui me revenait en tête, de mémoire, etc.